Qu'est-ce que c'est que ce Movember? Alors, Movember est une création d'origine australienne, datant début des années 2000. C'est pour sensibiliser les hommes aux hommes et les femmes au dépistage des cancers masculins. Il a pour origine surtout de récolter des fonds. Nous, on l'utilise surtout pour essayer de sensibiliser les gens à ces cancers-là, parce que c'est un sujet assez tabou, les cancers de la prostate et des cancers testiculaires. Alors certains parlent de Movember, vous par exemple, l'hôpital aussi, mais certains parlent aussi, en référence à Octobre Rose, de Novembre Bleu ou du mois de la moustache. Oui, enfin, Novembre Bleu, je pense qu'ils avaient besoin peut-être de mettre une couleur dessus. Par rapport à Octobre Rose, effectivement, comme vous le dites. Le mois de la moustache, ça vient aussi des pays anglo-saxons du Commonwealth, où ils ont comme habitude de porter la moustache pour sensibiliser les gens et puis pour parler un petit peu de ces cancers-là et inciter les gens en fait à en parler surtout. Parce que le plus difficile au final, c'est commencer à en parler et au final le début du dépistage. Qu'est-ce que c'est que la prostate déjà? Qu'est-ce que c'est que cette glande mystérieuse et à quoi elle sert? Très bonne question. La prostate est une glande typiquement masculine et que masculine qui est accolée en fait aux vésicules séminales. Il y a un rôle dans la reproduction et un rôle aussi dans l'érection où il y a des nerfs érecteurs qui passent pas loin. Alors prostate, vessie, c'est côte à côte, c'est quoi? Ça se suit au final, l'urine part des reins, descend dans les uretères, va dans la vessie et après passe dans la prostate pour aller après dans l'urètre et aller à l'extérieur. Alors le sperme est fabriqué par quel organe? Les spermatozoïdes sont fabriqués par les testicules. Après, ils partent dans les canaux déférents pour aller dans les vésicules séminales où ils se mélangent avec du liquide séminal pour après sortir à l'extérieur et faire du sperme. Et la prostate, elle fabrique un liquide, un fluide ou pas? Non, non. Alors elle sert à quoi si elle fait rien? Elle est là c'est une glande en fait, si vous voulez. Ouais. Elle est là de façon mécanique pour pouvoir permettre l'éjaculation et permettre tout cela. Comment on se rend compte qu'on a début de cancer de la prostate? Quels sont les symptômes du cancer de la prostate? Alors, au niveau du cancer de la prostate, il n'y a pas forcément de symptômes. On peut être gêné pour uriner, par exemple si on se lève la nuit, ou si on va fréquemment aux toilettes, ou si on a du mal à uriner, mais ce n'est pas forcément lié à un cancer. Maintenant, le but aujourd'hui, c'est de détecter les cancers le plus tôt possible pour essayer de les traiter le plus tôt possible et pour avoir des résultats le plus efficaces possible. On se sert d'une prise de sang, le PSA, que vous devez connaître, oui. Et associé à un examen clinique, le toucher rectal, qui permet de voir sur une partie de la prostate seulement s'il n'y a pas un nodule un petit peu dur. On fait le toucher rectal, puis l'examen sanguin ou l'examen sanguin, le PSA, il est sensible et le toucher rectal, il est spécifique. Donc au final, c'est pas parce qu'on a un PSA qui augmente qu'on a forcément un cancer, mais c'est pas parce qu'on a un toucher rectal normal qu'on n'a pas de cancer. Donc l'association des deux fait qu'on arrive à voir si on ne peut pas faire un examen complémentaire en plus, qui est maintenant une IRM de prostate, qui va nous aider à affiner les prélèvements. Et on ne fait pas d'échographie? L'échographie intervient ou pas? Normalement, non. L'échographie a plus son intérêt dans la gêne pour uriner, dans les troubles du bas appareil urinaire, sur qu'on appelle typiquement les grosses prostates, en fait, si vous voulez. Et la biopsie, on fait une biopsie de la prostate ou... Oui. En fait, comme tout cancer, la preuve du cancer, elle est anatomopathologique. Donc il faut un prélèvement pour prouver qu'il y a un cancer. Et la biopsie est pour l'instant le seul examen possible et nécessaire. Ce cancer de la prostate, il touche qui? Quel âge? En fait, les hommes, on a compris, parce que oui, c'est un organe comme masculin. Déjà, c'est les hommes. Le dépistage, il est conseillé à partir de 50 ans. Le dépistage à base de PSA, si vous voulez, avec une prise de sang. À partir de 50 ans, sauf les patients qui ont des facteurs de risque, où c'est à partir de 45 ans, généralement. Ça, c'est les recommandations françaises. Les recommandations européennes changent un petit peu. Mais
Alors on va quand même rassurer, parce qu'on a parlé un petit peu de problèmes urinaires, on va quand même rassurer tous les hommes qui nous regardent. C'est pas parce que on se lève la nuit ou qu'on a du mal à uriner qu'on a un cancer de la prostate. C'est encore. Non, heureusement. Si on se lève la nuit, qu'on a du mal à uriner, on est gêné par cette prostate. En fait, c'est le même organe, mais on peut avoir deux pathologies sur ce même organe. On peut avoir une pathologie de grosseur, l'adénome, si vous voulez, c'est la prostate qui pousse et petit à petit qui bouche le canal urinaire. Donc ça, c'est les symptômes souvent. Et on peut malheureusement avoir aussi un cancer dans cette prostate-là. Alors, le cancer de la prostate, c'est le premier cancer chez l'homme. C'est le plus fréquent, oui. C'est le plus fréquent. Et donc, il touche plutôt des gens plus de 50 ans. Oui. Mais il y a quand même des cancers de la prostate pour des jeunes hommes. C'est anecdotique. Est-ce que vous avez un nombre de cancers de la prostate par an, de nouveaux cancers que vous détectez par an? On sait qu'en France, il y a pratiquement 60 000 nouveaux cas par an. Après, c'est pas parce qu'on détecte un cancer de la prostate que forcément il nécessite un traitement. Et c'est pas parce qu'il y a un cancer de prostate que forcément ça va être un cancer généralisé. Donc, alors, près de 60 000, le cancer du sein, 61 000. Donc on peut dire que on est sur des chiffres des nombres un petit peu similaires. Oui, mais le cancer de la prostate est beaucoup moins mortel que le cancer du sein. Et surtout, on sait qu'avec l'âge, qui est le facteur de risque numéro 1 du cancer de prostate, on a plus de risque de faire un cancer de prostate. Et on a en tête un chiffre qui est qu'à 90 ans, on a 90% des hommes qui ont un cancer de prostate. Mais ils ne vont pas forcément l'embêter. D'accord, donc là... Être embêté par ce cancer. Donc là, on ne fait rien? Non. Alors, quand on a un cancer de la prostate, qui est détecté par le PSA, par le toucher rectal et par la biopsie, qu'est-ce qui se passe? Après, par rapport... En fait, ce qui est important, c'est de voir quel type de cancer c'est au niveau de l'agressivité de ce dernier. S'il est peu agressif et peu présent, on peut proposer une surveillance. Donc une surveillance, on sait que cette surveillance-là n'entraîne pas de perte de chance plus tard s'il y a besoin d'un traitement et permet d'éviter un surtraitement du cancer de prostate. Alors la surveillance, c'est quoi? C'est PSA, le taux de PSA? On appelle ça une surveillance active. C'est des biopsies, puis des PSA et des IRM régulièrement pour voir si le cancer ne se développe pas. Alors, et s'il se développe? S'il se développe, dans ce cas-là, on part sur un traitement curatif. Donc, par rapport à l'agressivité des prélèvements biopsiques, on peut faire un bilan d'extension ou pas, voir si, malheureusement, il y a des métastases qui sont parties dans les os, de façon préférentielle. Ça va plutôt dans les os, les métastases? De préférence, oui. Dans le cancer de la prostate. Puis si le cancer reste localisé dans la prostate, on peut proposer deux grands types de traitements en France, qui sont une intervention chirurgicale ou de la radiothérapie. Donc la radiothérapie se fait de quelle manière? La radiothérapie, il y a deux types de radiothérapie. La radiothérapie externe, où il y a des rayons qui se font sur une machine de point de vue extérieur tous les jours pendant généralement 1 mois et demi, 2 mois. Ou une radiothérapie interne qu'on appelle en France curéthérapie, où on injecte des grains d'iode radioactifs dans la prostate pour être plus local et avoir moins d'effets secondaires. Alors sur les cancers, les 60 000 cancers par an qui arrivent, nouveaux, combien il y a d'ablations de la prostate? Est-ce que l'ablation c'est le traitement le plus utilisé ou c'est en perte de vitesse? Il y a eu passé un moment, il y a de nombreuses années, peut-être c'est plus facile à dire maintenant, mais un peu trop d'ablation peut-être. C'est pour ça que les urologues ont créé la surveillance active, justement pour limiter le traitement. Mais moi je ne parle pas d'ablation pas, je parle de traitement curatif. C'est-à-dire que dans le même panier, je mets la prostatectomie et la radiothérapie. Pour moi, c'est deux traitements curatifs qui ont à peu près les mêmes indications, à peu près les mêmes résultats, qu'on préfère l'un ou l'autre sur plein de facteurs,
qui seront un peu peut-être à détailler aujourd'hui. Et le traitement curatif de la prostate, je n'ai pas l'impression qu'il est en perte de vitesse. Alors il y a eu une baisse de prostatectomie il y a une dizaine d'années. Là, je pense qu'il y a une stabilité. Je ne connais pas les chiffres, malheureusement. Je pense qu'il y a une stabilité. Alors, si on est soigné par radiothérapie interne ou externe, ou qu'on a une ablation, c'est pas pareil, parce que dans le deuxième cas, par radiothérapie, on garde sa prostate. Le traitement est différent, mais les études montrent que sur un suivi à 10 ans, les résultats est identiques. Quelles sont les conséquences pour l'homme, traitement curatif, qu'il soit ablation ou radiothérapie, de la prostate? Quelle que soit la solution thérapeutique envisagée, les deux effets secondaires classiques qui peuvent arriver, qui n'arrivent pas forcément, qui peuvent arriver, ce sont une incontinence urinaire ou une dysfonction érectile. Et puis, après, je pense que c'est au praticien de choisir la bonne méthode avec son patient, de voir comment il peut faire pour limiter cela au possible, et puis surtout le prendre en charge si besoin. Au niveau psychologique aussi? Alors ça fait partie du plan cancer et de la prise en charge générale. Il y a des traitements pour arrêter ses fuites urinaires, pour repermettre des érections avec le Viagra, avec le Cialis. Il y a toujours des traitements à proposer pour tous les effets secondaires, quelle que soit l'origine. Ça va de la prise en charge kinésithérapie à certains médicaments. Parfois, on peut mettre des bandelettes sous-urétrales chez certains patients pour limiter les fuites, voire les arrêter même. Pour les dysfonctions érectiles, ça part du traitement médicamenteux, il y a du gel, puis après il y a des injections intracaverneuses, ça va jusqu'à la prothèse pénienne. Alors, pour le cancer de la prostate, quel est votre regard final sur cancer, sur son évolution et sur l'évolution des thérapies? L'évolution des thérapies, on affine quand même, moi je parle en tant que chirurgien, on affine quand même la chirurgie, on a des résultats quand même plus précis, mais ça reste, depuis 10 ans, je pense qu'on est à peu près au même niveau. Il y a peu d'évolution. Alors est-ce que ce cancer de la prostate est mortel beaucoup, ou est-ce que le taux de mortalité est faible? Non, le taux de mortalité est faible, et c'est pour ça que le PSA n'est pas un dépistage de masse, contrairement au cancer du sein, on en a parlé. Même si le nombre de patients et de patientes pour le cancer du sein sont à peu près équivalents, le taux de mortalité est complètement différent. Il y a à peu près 10% de mortalité sur 5 ans. Mais après, malheureusement, on découvre encore des cancers de prostate au stade métastatique d'emblée. Et là, on sait que le taux de survie, il est quand même assez limité. Alors, quel conseil vous donnez aux hommes, aux seniors, puisque ça touche quand même plus les personnes âgées, par rapport à ce cancer? Le conseil, il est simple. Je pense qu'il faut faire du dépistage. Le dépistage est un PSA annuel à partir de 50 ans, jusqu'à 75 ans à peu près. Et après, si le PSA est anormal, je pense qu'il faut aller voir votre urologue, et puis lui, il sera compétent et il pourra... Alors, il y a un autre cancer masculin, beaucoup moins fréquent, c'est le cancer des testicules, dont on ne parlait pas il y a 10-15 ans, qui apparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les testicules et quels sont les symptômes et comment on traite ce cancer des testicules? Le cancer testiculaire est pratiquement l'opposé du cancer de prostate dans beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est un cancer qui est rare, qui touche les hommes entre 15 et 45 ans, en gros, avec un pic entre 20 et 30 ans, 35 ans à peu près. Il ressemble un petit peu au cancer du sein moi je pense qu'il est important de s'auto-dépister. C'est-à-dire qu'on devrait apprendre aux jeunes hommes à s'auto-palper tous les ans, à partir de 15 ans, jusqu'à leurs 40, 45 ans à peu près. Et si ils trouvent un nodule dur, pierreux, comme s'ils avaient une pierre dans le testicule, là, il faut qu'ils consultent leur médecin. Et donc, c'est le seul symptôme, il n'y a pas d'analyse sanguine qui permettrait de voir... Il y a des facteurs à doser, il y en a 3, mais le cancer testiculaire, c'est un cancer qui, d'un point de vue anatomopathologique, peut être varié, c'est-à-dire que ça peut être différents types de cancers, et certains types de cancers ne font pas monter les marqueurs tumoraux, d'autres les font monter, donc on ne peut pas se baser sur une prise de sang pour dépister le cancer testiculaire. Et le testicule, c'est quand même un organe facilement palpable. Plus que la prostate. Beaucoup plus que la prostate, facilement accessible, parce qu'après on fait une échographie pour confirmer le diagnostic, pour confirmer le diagnostic, et après on fait une intervention chirurgicale où on doit enlever le testicule. Il n'y a pas de radiothérapie là, où cette phase-là, elle est pas née? Non, la première phase, c'est une intervention chirurgicale, on enlève le testicule. On analyse, on voit quel type de cancer c'est, et par rapport au type de cancer, par rapport à
à sa stadification, si vous voulez, on fait ou surveillance, ou chimiothérapie, ou radiothérapie. Alors ça peut toucher un testicule, mais ça peut toucher aussi les 2 testicules. Lorsque ça touche un testicule, si l'autre testicule développe un cancer, c'est un autre cancer. C'est pas une cellule du premier cancer, si vous voulez. C'est un autre cancer. C'est un autre cancer testiculaire. L'homme à qui on enlève son testicule, et on met, je pense, une prothèse. Alors ça, c'est au choix du patient. On propose tout le temps, c'est une prothèse esthétique. C'est pas une prothèse qui permet de remplacer le testiculaire dans sa fonction endocrine, donc c'est-à-dire production de testostérone et production de spermatozoïdes, exocrine. On propose au patient, et puis le patient, s'il ne veut pas parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagnostic d'ablation de testicule, de cancer testiculaire est quand même difficile. C'est souvent des jeunes de 20 ans, donc c'est quand même très dur. Enfin, je dis pas que les jeunes de 65 ans, c'est plus facile, mais bon, c'est un peu différent. Généralement, ils veulent pas, et parfois, ils reviennent quelques années après, et ils veulent une prothèse, on peut la mettre à distance, il n'y a aucun problème. Donc, s'il reste une testicule saine, ces hommes sont encore fertiles. Oui. Vous recevez ce type de patient, comment ça se passe? Comment vous vivez ça? Alors, vous savez, les patients réagissent tous différemment. On leur explique que, de toute façon, tant qu'on n'a pas la preuve anatomopathologique, on ne peut pas garantir aux patients que c'est un cancer. C'est juste des suspicions, en fait, si vous voulez. Donc, notre but à nous, c'est de convaincre le patient à se faire opérer, se faire enlever le testicule pour qu'on l'envoie analyser, et puis pour permettre un traitement rapidement derrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement au cancer de la prostate, où on a un peu le temps, si vous voulez, on parle en nombre de semaines, si vous voulez, ou mois, pour se faire opérer, généralement. C'est un cancer lent, le cancer de la prostate. Généralement, il y a toujours des cas exceptionnels. Le cancer testiculaire, on essaye d'être très rapide. C'est-à-dire que, généralement, nous ici, si je vois un patient aujourd'hui, il opère la semaine prochaine. Alors, que fait, pour Movember, on revient à notre point de départ, que fait l'hôpital pour informer, ça, je sais que le 30 novembre, il va y avoir une opération spéciale. Vous pouvez nous en parler? Pour imiter, entre guillemets, nos collègues gynécologues et autres cancérologues, on voulait sensibiliser le public à ces dépistages-là. Et là, grâce à un laboratoire, on a fait venir une prostate géante où on pourra expliquer l'anatomie de la prostate et toutes les questions que vous m'avez posées aux patients et expliquer l'intérêt du dépistage du PSA, du cancer de la prostate et aussi du cancer testiculaire. Il y aura des tas avec des laboratoires qui présenteront ce qu'ils font. Il y aura notre équipe d'infirmières qui présentera les biopsies ciblées avec des images pour montrer comment ça se passe. Vu que c'est une première journée, on a voulu commencer doucement pour après essayer de faire ça tous les ans et essayer de proposer des choses adaptées aux patients et aux demandes en fait. Surtout. Est-ce qu'il y aura d'anciens opérés de la prostate, des malades qui sont... Non. C'est pas votre projet pour l'instant. Non, pas pour l'instant, mais c'est une très bonne remarque. Parce que ils pourraient témoigner qu'au bout de 5 ans, ils sont encore en vie et puis comment ça s'est passé, je pense que... Bien sûr, mais je pense qu'il faut l'organiser. Il y a aussi des associations qui s'occupent de la prostate. Oui, merci. Est-ce qu'ils seront présents? Il y aura... Oui, je les ai oubliés. Oui, il ne faut pas les oublier. Il y aura l'Institut national du cancer et il y aura l'AMRACAP qui est une association spécifique de la prostate. Nous, il y aura un médecin disponible le matin et l'après-midi pour donc, les questions. c'est le 30 novembre de 10h à 16h. Je suis content qu'au final, Movember et tout la sensibilisation des cancers masculins commence à être moins tabou. Les patients nous disent qu'ils en parlent beaucoup entre eux quand ils vont faire leur activité sportive ou autre, ou avec leurs voisins. Donc je pense que l'important c'est d'en parler puis avec des personnels de santé, parce qu'il faut quand même que il y a parfois des on-dit qui sont pas vraiment vrais. Il faut se méfier un petit peu de des discours qu'on peut trouver sur Internet. L'important c'est de se faire dépister. Surtout que c'est une prise de sang. Au final, les femmes, elles ont des mammographies, qui est quand même un moment un peu difficile. Les hommes, c'est une prise de sang, un toucher rectal.